Merci. Thibaut m'a upgradé professeur, il est très très sympathique, merci. Donc vous avez vu que Gilles Gratteau est provocateur, donc on a choisi ensemble cette session, enfin ce topo sur les amylosares. On a préparé ensemble, donc je vais vous proposer de voter. Est-ce que vous pensez, donc votez à barre levée, pour oui, est-ce que vous pensez que les infections sont encore responsables d'amylosares en 2018 ? Donc aide-moi Thibaut, je dirais qu'il y a à peu près un tiers de personnes qui ont levé le bras. Et maintenant, je vais stratifier ma question. Est-ce que vous pensez qu'elles sont encore responsables d'amylosares en 2018 en France ? Pas beaucoup. Hein. Un petit peu moins encore. Ouais, c'est un bon indicateur. Mais voilà. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec ce sujet. Et je vous ai remis, j'ai un petit peu simplifié parce que la liste peut être longue, sinon les causes principales d'amylosares, que je vous mets à peu près tous les ans quand on fait notre session sur l'amylosares. Et donc vous voyez que ce qu'on connaît des causes infectieuses d'amylosares, c'est essentiellement les infections chroniques. Donc en premier lieu, on a les ostéomyélites chroniques et la tuberculose. Les autres sont un petit peu plus rares. Le Whipple, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec M. Gratteau, je crois qu'on n'en a jamais vu, en tout cas en France. Ensuite, deuxièmement, c'est les conditions qui prédisposent à des infections chroniques. Et là, en France, on va dire que la première cause, ça va être la dilatation des bronches, notamment post-tuberculose, mais aussi associée à certains déficits immunitaires, et puis post-infection récurrente. On parlera très rapidement des injections répétées de drogue, parce qu'il y a certains sites, notamment à San Francisco, où 100% des amylosares sont dus aux infections répétées de drogue sous-cutanées. Et vous voyez en haut à droite, c'était pas vraiment dans l'infectieux, mais je l'ai mis dedans, puisque on va voir que c'est impliqué, c'est tous les déficits immunitaires héréditaires ou acquis qui du coup se compliquent d'infections à répétition. Et on discutera un petit peu aujourd'hui du VIH. Et on en parlera un tout petit peu, mais ça pourrait être un autre sujet de travail, des patients qui ont des déficits immunitaires type hypogammaglobulinémie et qui se compliquent d'infections à répétition. Donc, il faut aussi savoir que les amylosares sans cause évidente augmentent. On en avait déjà parlé l'année dernière, et ça c'est la publi des Britanniques qui montre que sur les 10 dernières années, il y a pas mal d'amylosares de causes inconnues. On peut donc se poser la question, est-ce que ce ne serait pas des infections qui sont résolues et qui donc ont causé de l'inflammation pendant un certain temps et qui ensuite entraînent une amylosare où on ne trouve pas de cause, ou bien des infections extrêmement cachées. Voilà. Alors quand on regarde, là je vous montrais toutes les série où on voit les causes d'amylosares depuis 50 ans, et ensuite on va revoir dans le détail les causes infectieuses. Donc vous voyez que j'ai essayé de mettre en rouge un triangle décroissant qui montre que les causes infectieuses diminuent globalement, puisque la dernière série, c'est celle qui a été présentée par nos amis japonais à Kumamoto en mars. Et vous voyez qu'il n'y a que 4% de causes infectieuses dans leur cohorte. Et en parallèle, on a les causes inflammatoires qui semblent être en augmentation, comme vous le voyez sur ce petit triangle crescendo vers la dernière série, notamment japonaise, bien qu'il y ait un biais parce qu'il y a beaucoup de PR chez eux, mais vous voyez sinon sur la série de Lachman et puis la série de 2012, il y avait également plus de causes inflammatoires. Donc quelles sont ces causes infectieuses? Alors si on regarde, c'est pas toujours bien stipulé, mais quand on regarde les causes infectieuses dans ces séries, on voit que la tuberculose reste quand même au premier plan, sauf dans certains endroits où il y a par exemple plus de DDB, dans la série anglaise. Et puis il y a des séries qui sont 100% injection de toxiques, comme celle de l'EJMI à San Francisco, avec ceux qui se font des injections sous-cutanées de drogue. Et globalement, nous, on n'a pas de données sur les séries françaises, mais on a l'impression que ça reste assez varié et que les infections chroniques type tuberculose ostéomyélite sont quand même au premier plan. Du coup, voilà le postulat de départ. Si on regarde la littérature, on peut dire que les causes infectieuses d'amylosares sont majoritairement des infections chroniques, notamment BK, lèpre, ostéomyélite, mais vous avez vu que j'ai laissé du blanc au de la diapo, donc on va essayer de compléter au fur et à mesure ce que nous pensons en 2018. Donc il y a beaucoup de situations qui vont donner des infections secondairement, et ce sont des situations qui favorisent les infections, les DDB, l'immunodépression, qu'elles soient congénitales ou acquises. Donc ici, vous avez tous recours à un exemple de DDB qui donne des infections à répétition. En passant, ce sont les patients qu'on a le plus de mal à traiter, parce qu'on peut, soit on leur met des antibiotiques au long cours, mais en général, on a beaucoup de mal à se défaire de l'infection chronique.
Donc, qu'est-ce qu'on sait des déficits immunitaires? Il y a une dizaine de cas rapportés dans la littérature seulement, il n'y a pas de série, c'est essentiellement des DICV et quelques brutons. Ce qui ressort de la littérature, c'est qu'il y a un intérêt de mettre des immunoglobulines intraveineuses précoces dès que le diagnostic est posé. Et nous nous posons la question, on repart de la NGS, dans ces situations très très précises, en 2018, il pourrait être intéressant de les passer en NGS, puisque vous savez qu'il y a certains DICV qui ont été étudiés en génétique et qu'on a trouvé des causes génétiques au DICV. Donc on pourrait se poser la question, ces patients-là, de les séquencer, mais sur des puces spéciales déficit immunitaire. Je ne sais pas si c'est intéressant de tester également SAA, on pourra en parler à la fin. Alors, nous nous sommes intéressés avec un interne qui s'appelle Paul Breillat, à qui on a demandé de faire un travail sur HIV et amylose. C'était une idée de Gilles Gratteau. Et finalement, là, dans la littérature, il y a quand même 23 cas, dont 12 avec amylose A. Et en discutant, là, par exemple, j'avais fait un topo un peu similaire aux infectiologues de la Pitié il y a 2 mois. Et entre-temps, ils ont trouvé 10 cas dans leurs archives. Donc, la cohorte va peut-être s'incrémenter. Peut-être que parmi vous, vous avez eu des patients avec amylose A, avec VIH associé. Donc, ce sont des patients qui ont un âge médian de 35 ans. Pour nous, c'est assez jeune. Pour des amylose A, c'est assez jeune. Ils avaient presque tous un syndrome néphrotique. La plupart étaient sous antirétroviraux bien suivis, même si ce n'est pas des chiffres très importants, 40%, c'est parce qu'il y a souvent des articles qui sont anciens. L'infection chronique était retrouvée dans 30% des cas, et quand on regarde ces articles qui sont essentiels de la littérature et quelques cas qu'on a à Tenon, il n'y avait pas d'autre cause d'amylose A retrouvée que le VIH. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait de l'amylose dans le VIH? Ça, c'est un aparté, parce que c'est quand même assez intéressant. Nous, on n'a pas toutes les réponses. Ce qu'on pense, c'est que dans l'amylose A associée au VIH, il y a un syndrome inflammatoire modéré chronique. Les CRP de ces patients sont modérément élevés, entre 10 et 20. Il y a peut-être un rôle de l'IL6 qui joue un rôle dans cette maladie. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'infections intercurrentes, donc ce serait peut-être des co-infections. Peut-être un rôle chez ces patients qui sont souvent toxicomanes de ces fameuses injections sous-cutanées de drogue ou injections intraveineuses, puisqu'on sait que c'est pourvoyeur d'amylose A. Et enfin, là, c'est pour mes collègues hématologues qui sont dans la salle, les cas d'amylose AL, c'était plutôt des AL localisés, notamment laryngées, voire gynécologiques. Et on se pose la question du rôle de co-infection localisée comme le BV ou le papillomavirus. Voilà. Donc maintenant, quoi d'autre ? Il y a des situations qui peuvent favoriser l'amylose A. L'année dernière, on vous avait parlé de l'obésité, mais il y a aussi certains facteurs génétiques qu'on connaît, comme les Japonais qui avaient travaillé sur les variants SA1 dans l'APR. Ça a été démontré également dans la famille familiale. Donc, ça peut être des situations qui vont favoriser l'amylose A. On a un de nos patients qui est extrêmement obèse, mais qui a aussi une ostéomyélite chronique et qui a développé une amylose A. Donc, on peut se poser la question de la jonction de ces 2 facteurs pour aboutir à l'amylose A. Et pour aller un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous connaissez ces autres variétés d'amylose, celles qui se trouvent en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc la Nouvelle-Guinée-Papouasie, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant de la géographie, c'est ici, moi je ne savais pas trop où c'était. Et dans cette population, il y a une prévalence très élevée de l'amylose A. Alors il y a de l'amylose A secondaire, tuberculose, lèpre, mais aussi primitive, avec une atteinte clinique assez spéciale, avec une atteinte rénale et un goitre au premier plan. Et il a été découvert chez eux un variant SA spécifique, le SA 1.4. Donc ici, c'était la publication Princeps avec la description clinique de ces patients où on voit le goitre. Et en Nouvelle-Calédonie, ici, hop, on a une collègue que vous voyez sur la photo, là, qui s'appelle Cécile Cazorla, qui est interniste en Nouvelle-Calédonie. Ici, je l'ai pris devant son poster à Kumamoto. Donc, elle a fait une étude depuis les années 2000 à Nouméa, et ils ont recensé 56 cas d'amylose A. C'est vraiment très important pour une si petite île sur 300 000 habitants. Et la prévalence est donc très élevée. La plupart des patients étaient des autochtones, il y avait très peu d'Européens. Et de façon intéressante, la première cause de l'amylose A chez eux, c'était la DDB, donc infectieux, mais également la goutte, avec 22%. Mais vous voyez qu'il y a cause inconnue dans 31% des cas. Donc on peut se poser également la question dans cette population d'un terrain génétique particulier, avec un variant de SA qui pourrait, associé éventuellement à de la DDB ou de la goutte ou à autre chose, favoriser l'amylose A. Ensuite, il faut parler du temps qui passe.
Et ce papier d'Okuda avait bien montré que chez les personnes de plus de 70 ans, le délai d'apparition de l'amylosa était plus rapide que chez les jeunes. Ici, c'était dans de la PR et que c'était associé à certains variants d'amylosa. Du coup, pour en revenir à mon schéma de départ, nous pensons que, en tout cas en 2018, en France et dans les pays développés, il y a certes des infections chroniques, mais c'est plus dans les pays peut-être en voie de développement. Par contre, nous pensons qu'il faut tenir compte chez ces patients de situations qui vont favoriser les infections d'une part, avec peut-être de la génétique, notamment dans les DICV. D'autre part, des situations qui vont favoriser les amylosa. Donc quand maintenant on nous demande un diagnostic, d'étudier un cas d'amylosa où le diagnostic étiologique n'est pas évident, nous ne nous intéressons pas qu'aux infections qui sont visibles, mais également à tous ces facteurs qui pourraient participer à favoriser l'apparition de cette amylosa. Donc on demande un petit peu une cinétique des prises de poids. On regarde bien sûr l'âge du patient et puis on se pose la question, est-ce que il y a des facteurs génétiques qui pourraient être mis en évidence? Est-ce que ce patient est d'origine de Nouvelle-Calédonie, etc. Alors, bien sûr, notre ami cardiologue va nous demander si ça se traite. Et alors, bien sûr, classiquement, dans toutes ces grandes variétés d'amylose, on a nos thérapies. Donc, quand c'est une maladie auto-inflammatoire, ça va être principalement les biothérapies. Quand c'est infectieux, c'est anti-infectieux. Mais on a beaucoup de mal avec ceux qui ont des DDB post-tuberculose, parce que la tuberculose a pu guérir, mais il reste la DDB. On a beaucoup de mal. C'est les patients pour lesquels on a le plus de mal à trouver un traitement adéquat. Et c'est par exemple, sur les 2 dernières années, on a eu 7 décès. Presque tous avaient une DDB post-tuberculeuse. Et on n'a pas réussi à contrôler leur inflammation et donc l'évolution de leur amylose. Alors, la question qui m'avait été posée ou qu'on vous avait proposée, c'était celle-ci. Les infections sont-elles encore responsables d'amylosa en 2018 ? Donc, j'espère vous avoir convaincu que en fait, de moins en moins. Donc, 2 tiers d'entre vous... non, 1 tiers avait raison. 2 tiers. C'était quoi? C'était 1 tiers qui avait levé le doigt? Donc, en effet, on va dire de moins en moins. En tout cas, dans les patients qu'on voit tous les ans, il y en a de moins en moins, à part des patients, notamment qui viennent du Maghreb et qui ont une tuberculose dans l'enfance et qui ont de la DDB. C'est vraiment la première cause qu'on voit, en tout cas en France. Et nous nous posons vraiment la question, quid de ces amylosas avec des infections qui sont favorisées par d'autres facteurs? Nous pensons que c'est quelque chose à étudier qui semble intéressant, en tout cas dans les pays développés en 2018. Et du coup, je vous propose cette petite analyse multidimensionnelle des amyloses, avec ici donc les patients, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous avez les facteurs extrinsèques qui sont les infections, comme l'objet de ce topo. Également ici, j'ai représenté l'âge, donc peut-être que quand on est plus âgé, l'apparition est plus rapide. Le mode de vie, avec l'obésité, les maladies acquises, exemple le VIH. Et ici, vous avez la génétique, donc des variants éventuellement SA1 ou SA4, la vie du patient, et puis peut-être que l'amylosa en 2018 en France est le fruit de ces 2 facteurs, avec une analyse un peu bidimensionnelle ou multidimensionnelle. Et ensuite, l'année dernière, je vous avais présenté cette diapo, mais je n'avais pas mis les infectiologues, peut-être que je les avais oubliés. Et du coup, peut-être qu'on peut travailler avec eux pour réfléchir à d'autres façons d'aborder l'amylosa. En tout cas, ça nous semble intéressant. Bien sûr, je rappelle que la plupart des diagnostics sont faits par les néphrologues et qu'il faut vraiment communiquer, collaborer, être synergique. En tout cas, dans l'amylosa, c'est vraiment très important pour trouver la cause et trouver le traitement optimal. Merci de votre attention. Merci à Gilles Gratteau pour tous ces éclaircissements sur cette variété et à Paul, qui est l'interne qui a travaillé sur le VIH. Voilà. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Merci Sophie, c'est toujours des présentations à l'inverse des miennes qui sont très claires et super. Merci. Alors, tu as présenté la Nouvelle-Calédonie là. C'est un point vachement intéressant, je trouve, que je ne connaissais pas, et surtout l'association avec la goutte. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de doser l'acide urique chez les patients avec amylosa A ou parce que l'acide urique, c'est quand même quelque chose de très complexe et bon, on ne sait pas
c'est une piste importante, peut-être. Je sais pas. C'est super intéressant ce que tu me dis. Là, tout comme ça, j'y avais pas pensé, j'avais pas fait la prochaine. Surtout que la semaine dernière, j'ai vu une nouvelle amylosare et un patient obèse. Et il m'a dit qu'on lui a trouvé de l'acide urique et j'ai dit, ah d'accord. Donc je le fais pas, mais pourquoi pas, oui, c'est quelque chose qui est pas très cher. Si on fait la créate, on peut faire l'uricémie. Et de comparer, par exemple, même avec, je sais pas, d'autres patients avec amylose, de voir, surtout que c'est facile. Oui, ou tout simplement, nous, on peut avoir accès à, par exemple, la cohorte de FMF, on peut comparer à des patients inflammatoires. Voilà, parce que la colchicine n'agit pas sur la goutte. Bah si, c'est le traitement de la goutte. Ah, c'est ça, je me souviens bien. Bon, je sais pas, voilà, bon, c'est tout. Merci Sophie. Merci tu m'as posé une question sur l'acide urique et pas sur la NGS. Ça va pas du tout. Non, mais ne retourne pas, c'est pas grave. J'avais très peur des questions génétiques. Non, pas du tout, mais au contraire, ça me renforce, et je vais à l'encontre de Gilles, où il faut explorer la génétique des gènes de la SAA. Voilà. Merci. Moi, j'ai une petite question pour... quand on est cardiologue, on voit beaucoup de patients qui ont des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, et donc ça donne des plaies, des infections, de l'inflammation. Est-ce qu'on a un signal vers les amyloses AH chez cette population particulière ? Je vais avoir la même réponse que quand on nous pose la question sur les obèses. Je pense qu'il faut leur faire la protéinurie, et puis la créate protéinurie, et au moindre doute, l'examen vraiment non invasif, c'est la BGSA. Si on a un doute, s'il y a une protéinurie et une créate, mais bon, il y a plein de néphrologues ici, je pense que pourront que d'accord avec ça. Mais il est bien connu que les cardiologues font des protéinuries et des créates depuis qu'ils ont découvert l'amylose, quoi. Donc c'est très bien. Excellent. En tout cas, on a donné ce conseil à nos collègues nutritionnistes et spécialistes de l'obésité. Et aussi, quand j'ai fait le topo aux infectieux de la Pitié, les VIH-ologues m'ont dit « on va peut-être... Alors, ils le font, eux, la créate et tout, mais ils vont peut-être réfléchir à faire des BGSA quand ils ont un doute et pas se dire que c'est la néphropathie du VIH, quoi. Ou du diabétique, oui. Oui. Est-ce que vous avez essayé les anti-L1 ou ce type de molécules quand vous n'avez pas contrôlé l'inflammation dans une infection chronique, une DDB ou autre ? Alors, on n'a pas osé, nous. À chaque fois, on staffe ces patients, on n'a vraiment pas osé. On a un blocage pour faire ça. Faut-il le faire ? C'est tellement efficace pour... Là, tu es provocateur pour Gilles, en fait. Et moi, j'ai une question, dans la mesure où, visiblement, donc, il y a de moins en moins d'amylosa liées aux infections, si j'ai bien compris. Est-ce que les rares cas que vous pouvez observer, vous faites systématiquement une étude génétique pour les variants SA1 Oui, en fait, depuis 4 ans, là, tous les patients avec une amylosa, sauf les FMF, parce que les FMF, c'est déjà approuvé, mais tous ceux qui sont non FMF, on envoie de l'ADN chez Serge Amselem qui regarde les variants de SAA. Vous avez des premiers résultats, Pas encore. Et il est en train de tester certains patients de Nouvelle-Calédonie, sauf que c'est pas simple de récupérer de l'ADN, à moins que la technique dont a parlé Sophie en extrayant de l'ADN des biopsies, parce qu'ils ont des biopsies, mais de faire revenir ces patients qui venaient de tout petits villages, de toutes les petites îles, la collègue interniste a un petit peu du mal à collecter des ADN en nombre. Merci Sophie pour ton brillant exposé. Donc là, tu viens de montrer que le VIH et amylosarase c'est associé. Nous, en cardiologie, on sait que les VIH, ils font des problèmes coronariens. Tu vois où je veux en venir. Tu as fait un très beau travail avec Diane Baudez et on se rend compte que l'amylosarase infiltre les coronaires des patients. Est-ce que tu as fait un lien entre les maladies coronaires des VIH et l'amylosarase ? Parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi ils font des maladies coronaires. En fait, on en a un petit peu parlé avec les collègues VIH-ologues de la Pitié. Il y a peut-être un rôle de l'IL6 ou de certaines cytokines pro-inflammatoires. Peut-être qu'ils ont à minima IL1, IL6 qui sont élevés parce que les CRP ne sont pas très élevés,
mais on n'a pas beaucoup de SAA chez eux. Et il y a tous les papiers que vous avez bien sûr lus cet été sur le canakinumab dans les pathologies cardiovasculaires, le canakinumab anti-L1. Est-ce que ces patients VIH amylosa, il ne faudrait pas leur donner doser ces cytokines, voir si elles ne sont pas responsables d'une inflammation au niveau de leur endothélium partout, pas qu'au niveau cardiovasculaire. Et est-ce que ce serait intéressant de les mettre sous anti-IL1 ou anti-L6 ? C'est ouvert. Et en tout cas, on a regardé la biblio avec notre interne parce qu'il est en train d'écrire son papier, de faire sa discussion. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça nous semble en tout cas une piste intéressante de travail. Je ne sais pas si Gilles a d'autres hypothèses.